J'étais arrivé au Japon au dernier jour du printemps. L'archipel était alors baigné d'une lumière crue qui épuisait l'air et aveuglait les citadins. Les touristes avaient quitté le pays à la chute des dernières fleurs de cerisier, si bien qu'en dehors des grandes artères avec leur manège incessant de voitures et de passants, chaque quartier se vidait durant les heures chaudes en attendant que la touffeur caniculaire laisse place à un climat plus tempéré. Située au centre de l'île de Honshu, la région du Kansai est connue pour avoir à subir les effets de la chèvre suffocante, et notamment Kyoto, une ville cernée de hautes montagnes qui retiennent sa chaleur et la rendent invivable à l'arrivée des beaux jours. Loin de l'image des agglomérations japonaises aux proportions tentaculaires et aux constructions vertigineuses, l'ancienne capitale impériale donne l'impression, vue de haut, d'une étendue parsemée de presqu'îles escarpées au flanc desquelles la nappe quadrillée de bas immeubles semble ne pas oser avancer. La ville est traversée du nord au sud par le sillon de la Kamo, une rivière au débit si faible qu'il est possible de la franchir en sautant de rocher en rocher, mais qui concentre pourtant toutes les attentions, tant elle paraît étrangère aux agitations voisines. Je ne me souvenais plus très bien de mes premières heures passées à Kyoto, mais je revoyais précisément ce cours d'eau qui s'asséchait de jour en jour. Sitôt installé, j'avais rejoint l'équipe du musée préfectoral de Hyogo dans le cadre de l'exposition Rétine. Cet événement constituait la première rétrospective monographique de DGF au Japon et l'une de ses créations les plus importantes depuis les expositions présentées au Wills, à la Manifesta ou au Palais de Tokyo. Si l'artiste avait toujours critiqué la logique des productions artistiques conçues de manière industrielle et refusé de travailler dans un studio entouré de dizaines d'assistants, l'ambition de ce projet l'avait obligé à mobiliser un ensemble de collaborateurs dans le Kansai, en plus des associés avec lesquels elle avait coutume de travailler à Rio de Janeiro, où elle résidait. L'équipe était composée d'une petite quinzaine de personnes qui, pour la plupart d'entre elles, ne travaillaient que de manière épisodique sur le programme, et rassemblait entre autres des graphistes, des scénographes, des éclairagistes ou des stylistes, tandis que l'ensemble de la production technique revenait au service du musée situé dans la baie de Kobe. Mes attributions m'astreignaient à une présence régulière sur place et à un suivi général du processus aux côtés des employés japonais, mais comme chaque collaborateur s'activait à distance au gré des instructions venues du Brésil, je ne croisais presque jamais personne dans le musée. Je passais mes journées à arpenter les salles d'exposition désertes, et ce n'est souvent qu'une fois rentré à Kyoto que je pouvais commencer à travailler. Chacune de mes soirées se déroulait au rythme de longues navigations parmi des images en tout genre. La principale mission que m'avait confiée DGF lors de la conception de Rétine consistait à composer un catalogue visuel suivant des critères qu'elle me transmettait au jour le jour, et dans lequel s'agençaient des représentations glanées au fil des flux d'actualité de chacun. En rentrant dans mon appartement, je rejoignis mon bureau pour me lancer à la recherche de ces innombrables captures qui formeraient la matrice de l'exposition et m'emparer du calepin dans lequel j'inscrivais des références pour m'aiguiller dans les répertoires visuels que je devais parcourir. J'y relisais les pistes de recherche qui m'étaient venues au cours du trajet entre Kobe et Kyoto, puis j'ai ajouté les requêtes envoyées par l'artiste au sommet de cette liste qui s'allongeait de jour en jour. Mon entreprise visait alors à tisser des correspondances entre des mots épars et leur possible équivalence visuelle, à cerner les résultats cohérents avec mes quelques coups de feutre dans des galeries sans fin. J'entrecoupais ces interminables séances d'allées et venues dans ma chambre pour étirer mon corps resté trop longtemps immobile. Je laissais traîner mes pieds sur les tatamis, puis regagnais ma place devant cet écran où rien ni personne ne me venait jamais. Rien ni personne, sauf parfois Hitomi.